nos précédents panélistes peuvent couper leur caméra et leur micro. Donc, pour cette dernière séquence de l'après-midi, voilà, Ophélie Touzé, doctorante en droit à l'Université de Rouen et juriste au CAE 77, va intervenir. Il nous semblait en effet important de pouvoir aborder les questions de protection du patrimoine arboré, ce que disent aujourd'hui les textes de loi et puis les perspectives pour renforcer la protection des arbres. Donc, Ophélie, la parole est à vous pour à peu près une quinzaine de minutes, de façon à ce qu'on puisse vous poser des questions. Merci. Je vous remercie. Bonjour à tous, je me présente, Ophélie Touzé, doctorante à l'Université de Rouen et juriste au CAE 77. Pardon. Alors, les outils juridiques pour protéger le patrimoine arboré. Donc, patrimoine arboré composé d'arbres, arbres, objet de droit, même s'il n'est pas défini par le droit. Il n'en est pas moins un objet, saisi par de multiples et divers outils, à tel point qu'on peut même parler de véritable millefeuille juridique en fait. Et ces outils sont plus ou moins protecteurs et ne sont pas toujours appliqués de la même manière. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire un état des lieux de ce qui existe aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous faire toute une liste, ça serait trop long et trop fastidieux. Je vais vous présenter les principaux outils, en fait. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de ce qui pourrait être fait, développé et voire même créé pour protéger de manière plus efficace le patrimoine arboré. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il existe tout un tas d'outils, divers et variés. Dans un souci d'organisation, je vais vous parler d'abord des outils s'appliquant sur les propriétés privées, puis dans un deuxième temps, les outils sur l'espace public. Alors, quand on pense aux arbres sur les propriétés, on pense tout de suite aux articles 670 à 673 du Code civil. Je vais commencer par le premier. Alors, il y a l'article 670, je ne vais pas trop en parler parce qu'il s'agit plus de mitoyenneté. Il s'agit juste à dire en gros que s'il est sur la séparation de propriété, il appartient à 50% au voisin A et 50% au voisin B. Donc, je vais passer là-dessus. L'article 671 du Code civil dispose qu'il existe des distances de plantation. Donc, pour un arbre supérieur à 2 mètres, strictement supérieur à 2 mètres, il faut une distance de plantation de 2 mètres. Cette distance de plantation est mesurée à partir du milieu du tronc jusqu'à la limite séparative de propriété. En dessous de 2 mètres, en ce qui me concerne, je considère qu'on parlera peut-être plus d'arbustes, moins de jeunes arbres, la distance est de 0,5 mètres. Attention toutefois, cette disposition est supplétive, c'est-à-dire qu'il peut être dérogé par d'autres dispositions, par des coutumes ou usages locaux. S'il y a des usages dans une commune de prescrire une autre distance de plantation, c'est cette disposition-là qui sera appliquée. Bien souvent, on ne retient pas cette petite nuance. L'article 672 précise, en quelque sorte, l'article 671 en disant que si les distances de plantation ne sont pas respectées, on est en droit de demander l'arrachage ou la réduction de l'arbre. Donc, en fait, on vous demandera de couper toute cette partie-là, parce qu'elle est au-dessus de 2 mètres et l'arbre est à moins de 2 mètres de distance. Ensuite, alors, il existe quelques exceptions à ce fait. S'il existe un titre, par exemple, vous êtes deux voisins, vous entendez bien, vous vous mettez d'accord avec votre voisin pour dire vous avez le droit de planter votre arbre à moins de 2 mètres de ma clôture, il n'y a pas de souci, ça fait échec à l'article. Autre cas, s'il y a une destination du père de famille, par exemple, vous avez fait l'acquisition d'une propriété que vous décidez de revendre en faisant 2. Malheureusement, la séparation se situe à moins de 2 mètres de l'arbre. Dans ce cas-là, on ne peut pas exiger que vous enleviez votre arbre qui se situe à moins de 2 mètres parce que ça résulte de cette destination du père de famille, en fait. Et troisième et dernière exception, si l'arbre est là depuis plus de 30 ans, on parle de prescription trentenaire. Donc dans ce cas-là, si le propriétaire qui se plaint de l'arbre de son voisin qui le gêne, mais que pendant 30 ans, il n'a rien fait, bah, tant pis pour lui, en fait. Par contre, ce sera approuvé, la charge de la preuve va reposer sur le plaignant. Donc, ça sera à lui de prouver qu'il a fait quelque chose, qu'il a intenté des actions pendant ces 30 années pour que l'arbre soit arraché ou réduit. Article 673. Bon, je vous l'ai résumé, je ne vous l'ai pas cité en entier. Donc, il stipule qu'on peut contraindre le voisin à couper les branches. Donc, techniquement, c'est un photomontage, mais ça montre assez bien ce qu'on peut faire. Le voisin coupe ses branches qui avancent sur la propriété. Et on peut couper soi-même les racines.
J'imagine mal qu'on puisse aller creuser par terre pour couper les racines, mais bon, pourquoi pas. Alors, les distances de plantation, c'est une application du droit commun en l'absence des dispositions spéciales. Le Code civil, c'est la base. Donc, tant qu'il n'y a pas de disposition contraire, en fait, on applique le Code civil. Donc, par exemple, à Paris, sur les propriétés privées, les usages parisiens permettent la plantation jusqu'à l'extrême limite des jardins, ce qui comprend tout à fait en raison de l'urbanisation du lieu. Mais on peut trouver d'autres cas d'usage dans les communes rurales. Alors, sur l'espace public. L'espace public est régi par le code de... En fait, l'aménagement du territoire est régi par le code du PLU, donc ça, je le ferai dans un deuxième temps, et il existe tout un tas d'autres dispositions, mais qui sont éparpillées dans divers codes. Donc, j'ai pris un seul exemple, celui du Code de l'environnement, article L581-4 du Code de l'environnement, qui prescrit que toute publicité est interdite sur les arbres. Donc, ça, c'est une photo tout à fait récente, donc on voit qu'il y en a encore quand même. On dirait quelle sanction, à part enlever la publicité, il n'est pas précisé qu'il y ait d'amende ou quoi que ce soit. Alors, comme je vous disais, le territoire de la commune est régi par le Code de l'urbanisme et donc du PLU, avec tous les documents d'urbanisme que cela comprend, dont le règlement. Les arbres peuvent être saisis par deux articles différents. Le premier dont je vais vous parler, c'est l'article L151-23 du Code de l'urbanisme. Selon cet article, le règlement du PLU peut identifier et localiser des éléments de paysage, tels que l'arbre. L'arbre correspond tout à fait à ces définitions, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Alors, attention à la lecture de cet article. Le règlement peut, ce n'est pas une obligation. Il peut tout à fait se contenter de ne pas le faire, quoi. Et définir le cas échéant. Alors là, il y a des gros problèmes d'interprétation, à savoir, s'il identifie ces éléments de paysage, est-ce qu'il faut qu'il y ait obligatoirement derrière des prescriptions? Mais la question qui se pose alors, c'est pourquoi inventorier des éléments de paysage sans faire de prescription derrière? Est-ce que le règlement de PLU est un simple inventaire? J'en suis pas certaine. Le deuxième outil qu'on retrouve souvent, c'est les espaces boisés classés, qui est un outil, à mon sens, assez efficace, encore que. Alors, je vous ai donné un exemple de la commune d'Ancenis, qui répertorie assez bien son patrimoine arboré. Donc, vous avez une photo avec un repérage sur plan et les qualités de l'arbre, donc avec certains différents degrés. Là, vous voyez ici typiquement un exemple d'arbre classé en EBC, donc c'est un séquoia dans la ville de Damarielis. Mais ce qui doit vous choquer tout de suite en voyant cette photo, c'est la situation de l'arbre en fait. Il se situe juste à côté d'une habitation très proche, et puis il est complètement bétonné. Donc, il n'y a aucun périmètre de protection. Donc si je dois faire une balance coût-avantage des espaces classés, donc ça permet de protéger le paysage et donc tous les éléments qui le composent, donc les arbres. Cela permet aussi d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols. Et surtout, ça permet de soumettre toute coupe ou abattage d'arbres à déclaration préalable. Vous ne pouvez pas abattre un arbre sous couvert de l'article 673 si l'arbre en question est classé dans un EBC. Par contre, ce n'est pas le cas pour l'élagage. Donc et le problème de l'élagage, on sait bien, certains sont assez drastiques et nuisent à la santé de l'arbre en fait. Alors, le cas particulier des alignements d'arbres, l'article L350-3 du Code de l'environnement, qui a fait couler beaucoup d'encre. Parce que la question est vraiment celle d'un décret d'application. Parce qu'en l'espèce, il n'y a toujours pas de décret d'application entré en vigueur, donc qui n'a été pris, excusez-moi. Or, ça pose un véritable problème d'interprétation de l'article. Alors, l'article parle... Ce qui est intéressant avec cet article L350-3, c'est qu'il parle des alignements d'arbres comme patrimoine culturel. C'est l'un des seuls, c'est même le seul qui parle des arbres comme étant un patrimoine culturel, et pas seulement naturel. Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménité, et font l'objet d'une protection spécifique. Donc il est interdit de couper les arbres d'allées, les alignements d'arbres,
sauf s'il présente un danger. Donc, il y a vraiment une condition de sécurité qui doit être respectée. Alors, puisqu'il n'y a pas de décret d'application, il est rarement appliqué. Parce que comment l'appliquer dans les faits? On parle d'autorité administrative compétente pour... enfin, à qui demander l'autorisation d'abattage? À l'autorité administrative compétente. Mais quelle est-elle, cette autorité administrative compétente? Est-ce que c'est le maire? Est-ce que c'est le préfet? On ne sait pas. Le projet de loi 4D, donc sur la simplification de l'action publique, pour faire court, a apporté une petite modification à cet article en transformant le voie de communication en voie de circulation ouverte au public. Ça restreint encore l'application de cet article. En fait, cette modification a été apportée en cas de, c'est mon interprétation, le risque était qu'il y ait porté atteinte aux droits de propriété. Les droits de circulation, en fait, pouvaient tout à fait être des droits se trouver sur des propriétés privées. Donc, pour se mettre à l'abri de toute QPC, question prioritaire de constitutionnalité, il semble que le législateur ait apporté cette modification. Ça fait un outil supplémentaire pour protéger les arbres, encore un. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas trop d'outils? C'est la question. Et parce que d'autres sont encore en gestation. Alors, je vous ai mis la protection par testament en premier, mais je vais d'abord vous parler de l'obligation réelle environnementale, tout simplement parce qu'elle est issue de la même loi qui a institué la protection des alignements d'arbres. Donc, une ORE est un contrat donc, librement consenti entre deux parties, le propriétaire d'un arbre et alors, une collectivité publique ou un établissement public, ou enfin une personne morale privée de type association de préservation de la nature. Donc, typiquement, ça peut être un conservatoire d'espaces naturels ou que sais-je. Le but de ce contrat est de protéger la biodiversité et les fonctions écologiques de la propriété, là où se trouve l'arbre. Donc, typiquement, ça pourrait s'appliquer à un arbre. Le propriétaire peut s'engager, par exemple, à ne pas toucher à son arbre, à ne pas l'abattre, et la collectivité publique en face peut s'engager à fournir des conseils, un soutien technique pour entretenir l'arbre, etc. C'est un outil qui est encore très peu utilisé. À ma connaissance, il n'est pas encore utilisé pour protéger les arbres, mais il me semble que c'est en gestation. Alors, protection par testament. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'article 671 du Code civil est une disposition supplétive, donc on peut y déroger. Là, très clairement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une femme a décidé de vendre, de transmettre son héritage avec un arbre en stipulant dans ce contrat que l'arbre devait être protégé. Le contrat a été porté devant la Cour de cassation, qui a jugé que cette clause était parfaitement valable. C'est la première fois et c'est un cas de jurisprudence. Alors, je vais vous parler ensuite d'un autre outil qui n'est pas juridique, mais qui pourrait être utilisé par les juridictions. C'est le barème de l'arbre VIBED, donc il a été question au tout début des assises. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet d'évaluer la valeur de l'arbre monétairement. Donc, par exemple, vous avez un arbre qui vous a coûté 300 € en PPI. C'est des chiffres complètement fictifs. 300 € chez un pépiniériste. Bah, vous ajoutez 400 € parce qu'il vous apporte plus de bienfaits, mais il est source d'allergie, donc vous retirez 200 €, ainsi de suite. Et ça vous donne à la fin la valeur de l'arbre total. À quoi ça sert et à qui ça sert? Ça peut servir au maître d'œuvre sur les chantiers, aux propriétaires. En cas de litige, si des préjudices sont portés à l'arbre, on peut peut-être évaluer des dommages et intérêts. Ce n'est pas encore fait à l'heure actuelle, mais pourquoi pas? Pour les assureurs, les experts. Bon, ce n'est pas encore utilisé par les instances juridiques, pas à ma connaissance en tout cas. Il me semble par contre que certaines villes, telles que la ville de Nantes, ont adopté ce barème. Alors, enfin, dernière chose, c'est la proposition de loi arbres hors forêt. Je vous ai dit qu'il y avait de tas d'articles éparpillés dans tous les codes.
Je vous ai parlé des distances de plantation dans les articles 671, 672, etc. Mais il existe d'autres distances de plantation sur les espaces publics. Il y a une distance de plantation particulière pour les arbres près des chemins de fer, et une autre distance pour les arbres sur les virages. Enfin, c'est une vraie cacophonie. Il y en a partout. Donc, ce qu'il est proposé de faire avec la proposition de loi hors forêt, c'est de simplifier tout ça, de tout centraliser dans le code de l'environnement, dédié à la protection de l'environnement. Il me semble que c'est opportun. De proposer une définition de l'arbre, attention, pas trop stricte pour pouvoir rigidifier les choses, et restreindre du même coup l'application des articles 671, 672 et 673. Après avoir fait le ménage dans tout ça, si vous me permettez l'expression, il s'agirait de créer les arbres et groupes d'arbres protégés. Excusez-moi. Alors, il y a 2 niveaux de protection. Les arbres d'intérêt local et les arbres d'intérêt national. Alors, typiquement, si je devais prendre un exemple, on pourrait parler des Yves de Laïdroutot pour un intérêt local et Chêne d'Allouville-Bellefosse en intérêt national. Et concrètement, il sera mis en place un système de protection cylindrique aérien autour du pied et du tronc, mais également autour du système racinaire, qui n'est absolument pas pris en compte par le droit aujourd'hui. Ça soumettrait également les autorisations, enfin, les demandes d'abattage et d'intervention sur les arbres à autorisation. Alors, enfin, dernière chose, l'autre création du projet de loi, de la proposition de loi, pardon, ça serait de créer un référent arbre qui exercerait diverses missions, telles que le conseil en gestion des arbres, donc comment élaguer, comment intervenir sur les arbres, une mission de médiation pour les litiges entre voisins, contrôle du respect, par exemple, d'une clause testamentaire, l'arbitrage quand la médiation entre les voisins n'a pas abouti, ou encore une instruction des autorisations. Alors, la question qui reste en suspens aujourd'hui, c'est à qui confier ces missions, qui pourrait être... à qui il serait opportun de confier ces missions. Est-ce que ça serait un inspecteur des sites? Est-ce qu'on créerait un autre... je ne sais pas. Ce sont des questions qui restent aujourd'hui en suspens. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Ophélie pour cette présentation très éclairante. Alors il y a eu beaucoup de demandes pour pouvoir disposer du diaporama, donc je précise que le diaporama sera disponible tout simplement via le replay qu'on mettra en ligne dans quelques jours. Donc vous pourrez à nouveau parcourir les slides et le commentaire d'Ophélie. Donc quelques questions, je vais les traduire et puis en enrichir certaines. Il est question notamment de l'évolution vous avez parlé en fait d'une évolution de la réglementation en préparation d'un projet de loi. Déjà, à quelle échéance c'est susceptible d'arriver? Et puis par rapport à un commentaire sur la coupe des racines, qui est donc je reprends je reprends l'expression la pire des absurdités. Est-ce que ça peut être inclus dans le périmètre de cette nouvelle loi et comment, d'après vous? Est-ce que ça paraît envisageable? Alors, pour la proposition de loi, c'est dans les tuyaux, si vous me permettez l'expression. Le travail devrait commencer à se mettre en place d'ici quelques semaines. Donc, ensuite, pour ce qui est de la protection du système racinaire, je ne suis pas du tout du métier, donc je ne sais pas comment repérer où sont les racines. C'est vraiment quelque chose qui est... Malheureusement, je pense qu'on manque de connaissances scientifiques sur la chose. C'est-à-dire que ça supposerait d'abord de connaître, d'avoir une connaissance de ça avant de pouvoir dire qu'il n'est pas possible d'intervenir sur la partie cachée, finalement, la partie enterrée de l'arbre. Alors moi, je suis plutôt partisane du fait qu'il faut mieux prévenir que guérir. Donc on impose un périmètre de protection pour limiter les atteintes possibles aux arbres. D'accord. Ok. Il y a une question qui est arrivée aussi tout à l'heure sur qu'est-ce qui peut se passer en fait en cas d'abattage d'un arbre qui est dans une zone, dans un EBC en fait. Quelles sont les peines possibles pour les propriétaires? Question. Est-ce qu'il existe des... J'en ai pas là tout de suite, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Donc il faut se reporter à des jugements et aller... Ok, c'est la jurisprudence. D'accord, très bien, merci. Il y a une autre question qui est arrivée donc sur l'article L353.
Et c'est indiqué, certaines associations ont bien compris la portée de cet article. La notion de construction est très restrictive, ce qui fait qu'il devient presque impossible de couper les arbres lors d'opérations d'aménagement. Les tribunaux aujourd'hui répondent sur le respect de cet article, mais ne se prononcent pas, et c'est normal, sur l'opportunité, donc mutation de l'espace public pour d'autres usages, besoin de construction, des densifications, d'alignement trop densément plantés au début. Donc bon, effectivement, on peut reconnaître des vertus à cet article, mais l'absence de décret rend cet article contre-productif pour la pérennité des alignements en ville. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça amène comme commentaire pour vous? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà pu constater? Non, pas sur le terrain, pas encore. D'accord. Désolée, je vais sécher sur cette question. C'est pas grave. Les questions sont très larges, donc, Oui. et puis après, ça renvoie aussi beaucoup à des situations très particulières. Une autre question qui vient et que je vais prendre sera peut-être la dernière, pour pouvoir passer à la toute fin, à la conclusion. Pourrait-on aussi ajouter à ces dispositifs des dispositifs environnementaux tels que les arrêtés de biotope? De mon point de vue, ça serait possible. Et ça serait une voie à creuser. D'accord, OK. Et alors moi, j'ajoute une dernière question, sur la question de l'échelle. Finalement, on a beaucoup parlé de la protection de l'arbre, mais est-ce que demain, en fait, une nouvelle échelle de protection sur, on parlait des alignements, mais des arbres dans un paysage pourrait être, mieux considérée? On pourrait être une perspective, Vous voulez parler plus d'une protection d'espace, du coup? une protection d'espace, voilà. Il y a déjà la protection des sites. D'accord. Et Et donc alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la protection des sites et en quoi ça peut être utilisé pour protéger justement des éléments de la forêt urbaine? D'accord. Alors, pour la protection des sites, la législation est assez ancienne et on parle également de législation des monuments naturels et sites. Donc, il y a une confusion entre les deux. Alors, l'idée, c'est que ce qu'on propose avec la loi Arbre, en fait, c'est de recentrer la protection sur l'arbre. C'est protéger le joyau, l'arbre, en le mettant dans un écrin, et pas protéger l'écrin pour protéger le joyau, si je peux me permettre cette métaphore en parallèle avec les monuments historiques. Parce que la loi sur les sites et les monuments naturels a été inspirée des lois sur les monuments historiques. D'accord. Donc c'est un vrai c'est un changement d'approche Oui. aujourd'hui qui est envisagé. D'accord. Bon, bah alors maintenant il nous reste à suivre l'actualité de ces développements de cette future loi Arbre. Donc on va suivre attentivement ces éléments, notamment par les travaux du CAE 77 et puis les travaux aussi de votre thèse que vous soutiendrez dans 2 ans. Voilà, très bien. Merci beaucoup pour votre participation, Ophélie. Donc la fin de ces assises approche. Donc avant de conclure, avant de terminer, je voudrais remercier des personnes